Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct et en public dans la salle plurielle du Collège Truffaut pour cette journée spéciale Semaine du climat en partenariat avec la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Et j'accueille pour la première conversation anthropocène de la journée Myriam Oudou, facilitatrice de l'intelligence collective et membre fondatrice du collectif Le Lichen, laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains. Bonjour Myriam Oudou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous serez également en compagnie de Mathieu Coumoul, chargé de projet tout simplement biodiversité urbaine au sein de l'association des espèces par millions et naturaliste autodidacte. Bonjour Mathieu Coumoul. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur la façon dont chacun de votre côté, dans vos associations, vous envisagez la place de l'homme, de l'être humain au sein de ce grand ensemble qu'on pourrait appeler la nature ou encore l'environnement. Qui veut commencer à prendre la parole, Myriam Oudou? Je t'en prie Myriam. Merci. Moi déjà, à titre personnel, mais je pense que ça vaut pour l'ensemble des membres du Lichen qui nous écoutent peut-être. Moi, je considère que l'homme fait partie en fait intégrante de la nature et qu'il n'y a pas vraiment de séparation homme-nature. Et même que cette séparation homme-nature est peut-être une des raisons qui peut expliquer l'effondrement en cours de la biodiversité. Donc voilà, pour une réponse courte, je considère qu'on n'est pas séparé de la nature et qu'on est des vivants parmi le reste des vivants. Et c'est aussi, je pense, un postulat que prône le Lichen dans ses approches. Et nous, on essaie justement de créer des ponts entre les humains et les non-humains, mais on y reviendra peut-être juste après. Ouais. Mathieu Coumoul, comment est-ce que vous envisagez cette question-là, cette distinction, s'il y en a une ? Alors nous, on travaille dans une association naturaliste au service de la biodiversité, mais au service aussi quelque part de l'être humain, puisqu'on se consacre à l'étude du milieu urbain. Donc en fait, on essaie toujours de chasser les idées reçues, mais surtout cette dichotomie qui existe entre l'homme et la nature. Mmh. Alors forcément, dans notre civilisation, elle existe, c'est pas un mythe. Pour autant, il y a énormément de liens à faire. Et d'ailleurs, moi, je considère en fait que chaque espèce qui nous entoure, et ça va aussi dans le milieu urbain, c'est un peu des miroirs de nos propres activités humaines à nous, en fait. Par exemple, quand je vois un rat au bord des quais de la Guillotière, j'imagine qu'il y a souvent des frites qui traînent par ici et que ce rat, il a plein de choses à faire. Toujours pour parler des quais de la Guillotière, on a notamment une petite plante qui est assez rare en fait et qui pousse pile à un endroit de la Guillotière, et c'est pas n'importe lequel, c'est un endroit où il y a toujours plein de gens qui urinent. Donc en fait, elle bénéficie d'un substrat riche en azote et d'un arrosage régulier, ce qui lui va bien finalement. Et ça, en fait, des exemples comme ça, il y en a autant qu'il y a d'espèces sur Lyon. Et là, on est dans le 1er arrondissement aujourd'hui, on est à environ 2000 espèces référencées depuis 2018 avec les habitants en sciences participatives, puis aussi un petit peu en laboratoire. Enfin, je parle de laboratoire, mais une loupe binoculaire et un guide de détermination. Donc, il y a plein de choses à voir. C'est quoi une loupe binoculaire et un guide ? C'est une loupe binoculaire. Ça ressemble à un microscope de loin. Et puis, quand on met ses yeux dedans, en fait, on se rend compte que c'est juste du x2, x4, x10. Okay. C'est un microscope pour enfants et qui est super pour étudier les insectes. Ouais. Et c'est avec ça que vous travaillez Ouais, en fait, pour différencier les espèces d'insectes, très souvent, on est obligé de les tuer, hélas. Alors, on les tue pas tous. Par exemple, quand on la pelouse, on en tue un petit peu plus que nous quand on fait des inventaires. Ouais. Et nous, on se bat pour qu'on évite de trop tondre la pelouse, donc ça tombe bien. Et en fait, pour différencier les différentes espèces d'insectes, des fois, c'est une histoire de petits poils sous l'aisselle, de ce qu'il a un cheveu bleu à tel endroit. Et donc ça, ces trucs-là, ça se fait bien avec une loupe binoculaire parce qu'avec notre vue d'être humain, c'est pas trop possible de regarder ces petits critères-là, donc ça nous sert grave. Et même pour identifier des mousses aussi, par exemple, c'est utile. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais. Je me permets de rebondir. Tu as parlé du mot miroir, que les espèces sont aussi des miroirs de l'humain. Moi, j'aime bien l'idée d'interdépendance, en fait, dans la manière que je pense que tu sous-tends aussi, dans notre relation au vivant. Finalement, on est tous interdépendants avec l'eau, les arbres, les insectes, et c'est... voilà. Moi, en tout cas, c'est la vision qu'on défend au sein du Lichen, c'est voir on est interdépendant, en fait, avec le reste du vivant.
comment on prend conscience de ces interdépendances et comment on intègre les points de vue de ces autres vivants dans la manière finalement dont on organise nos territoires. Et justement, du coup, la prise en compte de ces interdépendances, mais même de la place de l'homme au sein de la nature et pas extérieur à cette nature, comment est-ce que ça impacte votre travail au quotidien, tous les deux? J'ai pas trop compris la question. Comment est-ce que, par rapport à une vision pourrait considérer plus classique, ou dans la société actuelle, beaucoup de personnes se considèrent en dehors de la nature, ils considèrent la nature comme quelque chose d'extérieur. Vous, en vous resituant à l'intérieur même de cette nature-là, comment est-ce que ça va différencier dans vos pratiques quotidiennes de travail? Aujourd'hui, on a des punaises de lit qui prennent le métro quand même. Je trouve Ouais. que ça fait un bon parallèle. Visiblement, on a des, on a des vies similaires a priori. Vous voulez dire que les punaises de lit sont plus humaines que les humains eux-mêmes? Non, c'est une boutade. En fait, il y a mille et un exemples pour illustrer cette espèce d'interdépendance dont tu parlais. Et là, comme ça, Je peux peut-être tenter. Moi, sur la question vraiment comment ça se retranscrit dans ma pratique quotidienne, je trouve que c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai quand même dans mon métier, je conçois, j'anime des processus collaboratifs. Je suis quand même soit en animation de groupe, soit derrière mon ordinateur. Donc vraiment au quotidien, du matin au soir, j'ai pas une activité qui fait que je suis dehors, mais voilà. Donc ça vient pas, on va dire, quotidiennement me toucher. Ça veut pas dire que c'est pas présent en fait au fond de dans mon état d'esprit, on va dire général. Après, c'est plutôt, je dirais, dans ma pratique professionnelle, qui est aussi mon activité quotidienne. J'essaye de travailler sur ces questions, alors que ce soit à travers le lichen, ou du coup, peut-être que je peux en dire 2 mots. Ouais, bien sûr, j'allais vous proposer de vous présenter juste après, mais Okay. on peut anticiper. Ok. Le lichen, comme tu l'as dit, c'est un laboratoire des interdépendances concernant les humains et les non-humains. En fait, on est un collectif d'hommes, de femmes d'horizons divers, des facilitateurs comme moi, des urbanistes, des philosophes, mais aussi d'autres personnes qui ont des sylvothérapeutes, sans donner tous les profils. Et on imagine des méthodes pratiques qui prennent en compte le vivant autre qu'humain. Des méthodes pratiques pour se relier au vivant, en fait, pour se sentir justement vivant comme les vivants. Bon, je pourrais en dire plus sur c'est quoi ces méthodes concrètement. Si c'est possible. Donc on les imagine, on organise des espaces pour les tester, des résidences, mais aussi des espaces grand public ouverts, comme l'Assemblée de la forêt par exemple, qui est un événement annuel récurrent. Qui se passe où, pardon? Qui est dans des forêts, mais différentes. D'accord. Ça peut être, là c'était à Sourcieux-les-Mines l'année dernière. On trouve un partenaire qui est OK pour mettre à disposition sa forêt, et en fait pendant une semaine on va expérimenter comment on crée un collectif de vie en intégrant les non-humains du lieu dans absolument tout. Où est-ce qu'on cuisine, où est-ce qu'on dort, c'est vraiment, on essaye de se dire comment dans la pratique on va intégrer les besoins de l'arbre, des insectes, du sol. Donc voilà, on part avec une approche très naïve, joyeuse, et on teste des choses pour voir si ça peut marcher ou pas. Et donc le lichen explore, teste, et puis on fait aussi un recensement des initiatives de mise en pratique de la relation, de connexion au vivant. Et on diffuse aussi nos expériences. Donc là, on a travaillé sur une revue qui va être, qui va normalement, elle va bientôt être imprimée, donc probablement disponible en 2023. Disponible sur votre site? Alors non, on va la diffuser dans plein de lieux. D'ailleurs, on pourra vous en donner pour mettre à disposition. Donc ce sera à prix libre. Okay. Il y aura un QR code derrière pour les gens qui ont envie de contribuer. Mais sinon, ce sera gratuit. Mathieu Coumoul, vous, de votre côté, est-ce que vous pouvez développer peut-être un petit peu les activités des espèces par million, ce que vous faites sur le territoire? Tout à fait. Alors, nous, en fait, notre travail, on va dire qu'il est en 3 phases. Il y a vraiment une phase de sensibilisation. Donc là, par exemple, ça va être, on va faire une balade de quartier, on va se balader avec une quinzaine d'habitants.
Et on va les inviter à regarder un petit peu autour d'eux. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'en 1h30 de balade, 2 heures, on va observer potentiellement une centaine d'espèces. Et des fois, dans les endroits les plus urbanisés, donc on parlait tout à l'heure des pentes de la Croix-Rousse, typiquement, a priori, on ne s'attendrait pas à avoir énormément d'espèces. On a juste quelques petits interstices de trottoir avec des plantes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, mais aussi du coup des insectes, ces mêmes insectes qui vont pouvoir nourrir des oiseaux, qui vont peut-être pouvoir nourrir une fouine qui habite dans le quartier, en fait. Et donc ça, en fait, ça met en lumière beaucoup d'espèces qu'on a tendance à complètement zapper en fait au quotidien. Et donc l'idée, c'est un peu d'ouvrir un troisième œil de la biodiversité. Et à la fin de la balade, les gens ils se rendent compte qu'ils ont un nouveau sens en quelque sorte et qu'ils arrivent à déceler des indices qu'ils ne faisaient pas attention auparavant. Et donc ça, c'est vraiment une partie sensibilisation. Ça va partir aussi sur faire des conférences, on va faire des ateliers, des fois des trucs un peu plus burlesques, des fois un peu plus scientifiques, pour mettre un peu tout le monde dans la danse, surtout sur du grand public, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Et la deuxième phase, en fait, là, ça va vraiment être de l'implication. Ok, les habitants et les habitantes, ils ont compris qu'il n'y avait pas que des rats, des pigeons et des blattes dans le quartier. Très bien. Concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va déjà les initier aux sciences participatives. Aujourd'hui, on a des applications comme iNaturalist qui sont mondiales. Hein. Vous faites une photo de n'importe quel organisme vivant ou mort, du coup. Il y a une intelligence artificielle qui va l'identifier. En plus, derrière, il y a des gens qui vont repasser, dire oui ou non, c'est bien ça. Et ça peut marcher avec une crotte de chat, comme ça peut marcher avec un petit coléoptère inconnu au bataillon trouvé sur un mur. Donc c'est assez large. Encore une fois, c'est mondial. Et ça, en fait, ça crée des grosses bases de données. Ça nous permet que nous autres naturalistes, quand on est au bureau, qu'on n'a pas le temps de sortir, en fait, il y a des habitants qui font des observations parfois inédites, que ce soit pour l'arrondissement, pour la ville, pour le département ou même la région. Parfois même la France. Voilà, on a découvert une petite mouche qui n'avait jamais été répertoriée en France, qui était uniquement connue de Pologne il n'y a pas longtemps. Voilà, dédicace à elle. Une mouche à moustache. Et donc ça, c'est vraiment la partie implication. Mais une fois qu'on les a impliqués sur le plan scientifique, il y a aussi vraiment une partie d'implication concrète. Et là, concrètement, maintenant qu'on a vu qu'il y avait plein d'espèces, comment on fait pour les accueillir en ville ? Nous, on va les accompagner sur la création de façades végétalisées, de haies champêtres, de mares, de prairies fleuries, bref, tout un panel d'activités. En fait, c'est sous forme de chantier participatif. Et ça nous a permis, par exemple, l'année dernière, de planter l'équivalent de 3 km de haies champêtres au sein de la métropole lyonnaise, de créer une dizaine de mares, de végétaliser je ne sais plus combien de mètres carrés de façade, bref, tout ça. Et en fait, mis bout à bout, ça fait des chouettes chiffres et surtout, ça permet concrètement de voir la biodiversité revenir. On fait une mare aujourd'hui, à cette période de l'année. Je reviens avec vous en mai, je peux vous garantir qu'on va observer au moins 3 espèces différentes de libellules, des coléoptères, pourquoi pas même des amphibiens, bref, tout un tas de choses. Donc ça aussi en ville, c'est super parce que les résultats, ils se voient directement et c'est important pour nous cette phase d'implication. Et donc la dernière phase, c'est vraiment la valorisation. Voilà, on a fait la mare par exemple, très bien. Bon, il va falloir noter ces nouvelles données et pourquoi pas s'en servir de levier pour après faire de plus grosses actions encore en fait. Hein. L'idée, c'est d'aller graduellement en fait vers des choses de plus en plus intéressantes. Et puis la valorisation, ça peut tout simplement passer par pourquoi pas la rédaction d'un ouvrage, on en rêve, de toutes les espèces qui sont comprises dans la région lyonnaise. Et donc, admettons, pourquoi pas un livre de 2000 pages avec une page consacrée à chaque espèce. Voilà, ça paraît farfelu. Toutefois, c'est faisable et on est en train de le faire. Et en fait, ça permettrait de mettre en lumière plein de petits oubliés qui sont tout aussi essentiels les uns que les autres. Et comme tu le disais, Myriam, avec lesquels on était en fait interdépendants. Voilà pour moi. Myriam, vous voulez réagir ? Oui, j'avais une réaction là sur la base. Je me demandais, c'est juste un écho sur les atlas de la biodiversité de l'OFB. Je me demandais si c'était pas, c'était juste une remarque comme ça. Est-ce que ils font pas ça déjà de recenser les espèces ? Alors il y a plein d'organismes, que ce soit publics ou indépendants en fait, qui recensent les espèces. Tout à l'heure, je vous parlais de iNaturalist. Votre voisine de palier, elle peut très bien référencer des espèces aussi. Entre guillemets. Ok. L'objectif, c'est pas de faire de la redite avec d'autres choses qui sont déjà faites, mais de faire ça autrement et de montrer que n'importe qui peut s'emparer de la problématique de la biodiversité. Ok. Et j'ai une autre question en lien avec la balade dont tu parlais d'observation. Je trouve ça super intéressant. Nous, au Lichen, on avait testé ce qu'on appelait une cartographie sensible d'un lieu, donc un peu un diagnostic du territoire par les sens. Qu'on était à Saint-Empuisé, à la source du Branlin, d'une petite un cours d'eau. Et donc, c'était un processus participatif où les participants étaient invités à explorer librement le lieu, mais en sollicitant
à tour de rôle chacun de leur sens. Donc la vue, donc là on était plutôt sur vraiment observer les espèces animales, végétales, mais aussi l'odorat, le toucher, etc. Enfin voilà, les 5 sens. Et on se remettait en cercle et on venait en fait se créer un tableau du territoire en mettant en commun en fait ce que chacun avait observé du plus petit, plus infime insecte entre guillemets, jusqu'à même des impressions plus générales sur le lieu. Et voilà, ça résonnait pas mal par rapport à l'action de sensibilisation. Et la question que j'avais, c'était, nous, on le fait, en fait, finalement, le dessin, l'intention de ça, c'est de prendre conscience du vivant autour de nous, s'y relier aussi par les sens, par autre chose que le mental, même, voilà, par les sens. Et je me demandais, vous, vos actions de sensibilisation, au-delà de l'observation du nombre d'espèces, est-ce que vous avez les personnes qui participent, est-ce que ça a d'autres effets sur elles de participer à ces balades, au-delà d'augmenter, on va dire, la connaissance du nombre d'espèces présentes sur le territoire? Est-ce que ça vient changer le rapport qu'elles ont aux vivants du lieu? Alors nous, dans le cadre d'inventaire participatif, effectivement, c'est quelque chose qui va changer les habitudes des gens, je pense, parce que très souvent, on pense que les affaires scientifiques, c'est une affaire de scientifiques, en fait. Et là, on vient remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, en disant, bon voilà, n'importe qui peut être acteur de cette science, et c'est pas qu'un truc de vieux monsieur riche comme Carl von Linné, par exemple, à l'époque, quoi. Et puis surtout, encore une fois, en fait, n'importe qui peut faire des découvertes incroyables aujourd'hui, donc c'est chouette. Et je pense que ça motive plein de gens à aller un petit peu plus loin, à embarquer d'autres personnes avec eux. Ils vont en parler. Et finalement, des personnes qui, de prime abord, n'avaient pas grand-chose à faire de ces fameuses questions de la biodiversité, ils vont commencer à se poser des questions parce qu'ils vont comprendre par eux-mêmes en fait, que c'est fascinant. Ils vont se dire, mais comment ça se fait que j'ai passé des années à me balader sans faire attention à tous ces trucs qui m'entourent, en fait. Donc je pense qu'il y a un vrai changement global qui s'applique. Ouais. Et Myriam, vous aviez encore une question, non? Oui, j'en ai plein parce que je trouve ça hyper intéressant. Je me demandais, vous observez ce qui est là, est-ce qu'il y a aussi une attention à ce qui n'est pas là, ce qui a potentiellement disparu? Alors moi, je vais aller boire un café et je vous laisse terminer. Non, allez-y, pardon. T'as des questions, Florian? J'en ai plein après, mais on va continuer. Ok, très bien. Alors, ouais, c'est vrai qu'on parle de l'existant, on valorise l'existant parce que sinon c'est un peu triste aussi de dire bah voilà, avant ici il y avait des dinosaures, maintenant il n'y en a plus, certes, c'est vrai. Toutefois on le fait quand même en fait parce que par exemple on est dans un quartier là encore une fois dans le 1er arrondissement avant qui était rempli de zones humides en fait. On avait des sources résurgentes, on avait aussi des tufières, donc c'est vulgairement de la pierre avec plein de petits trous dedans où il y a de l'eau qui fait ploc ploc toute la journée. Et là on observe des communautés de mousses, des vers de terre incroyables, peu importe, mais aussi des espèces un petit peu plus emblématiques comme par exemple la salamandre tachetée. Vous savez, c'est ce lézard en maillot de bain jaune et noir. Lui, il faut le considérer un peu comme un gros boudin avec 4 pattes. Il se déplace pas très bien, mais vu qu'il y avait pas mal de zones humides dans l'arrondissement, il réussissait à se développer plus ou moins et à se déplacer. Aujourd'hui, on a fait la montée des S, donc elle sépare bien le 1er et le 4e arrondissement. Et en fait, c'est vraiment une vraie barrière anti-salamandre. Donc la salamandre tachetée, aujourd'hui, elle a disparu du 1er arrondissement. Et donc là, je trouve que c'est un exemple qui illustre bien que, ouais, il y a encore quelques années, parce qu'on n'avait pas fait ceci, parce qu'on n'avait pas fait cela, parce qu'on faisait ça aussi, eh bien, on observait des espèces qui aujourd'hui ont disparu. Donc, ouais, il y a aussi ce point de vue-là. Et ce qu'on essaie toujours d'apporter, c'est des réponses. Et les réponses, très souvent, ça passe par des actions concrètes. Donc, ça met aussi l'habitant et l'habitante au centre du sujet, quoi. Et justement, là, vous parliez des habitants. Comment est-ce qu'on fait pour concerner les habitants? Est-ce qu'on arrive à les concerner? C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entend qu'un jardin qui est propre, surtout dans les copros à Lyon, etc., c'est un jardin qui est taillé. On veut pas de rats, on veut pas de moustiques, on veut pas d'autres cafards, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une évolution sur ces sujets-là de la part de la population en général? Est-ce qu'il n'y a pas que les concernés ou en tout cas les sensibilisés dans une première instance qui viennent là-dessus? Bah alors, c'est vrai qu'il y a toujours un lot de personnes qui vont d'ores et déjà être sensibilisées sur ces questions-là, et on va pas avoir besoin de leur expliquer très longtemps la biologie du rouge-gorge. Ils ont compris qu'il aimait bien manger des baies et que ça serait cool de pas tailler là et à côté. Pour autant, effectivement, il y a encore cet hygiénisme urbain qui est omniprésent, en fait, qui se retrouve effectivement dans les espaces de copropriété, mais aussi dans les espaces publics. Et il faut avouer quand même que ces dernières années, ça a énormément évolué.
il y a encore des blocages et c'est normal, c'est pas une transition qui se fait comme ça du jour au lendemain. Et nous, comme pas mal d'autres associations, en fait, on passe notre temps à blablater, à échanger sur ces sujets et on fait changer les mentalités à notre échelle. Et puis je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être déplacées ailleurs et enfin développées autrement. Et on l'ignore en fait, mais ça change, ça évolue. Et puis après, il faut des fois démontrer par l'absurde. Par exemple, j'arrive dans des copros, on me dit ouais, il y a plein de moustiques tigres ici, c'est sûr, c'est parce qu'on on tombe pas assez la pelouse. Ok, d'accord. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un espèce de trou dans le béton avec de l'eau stagnante. Et là, il y a en fait 1 million de larves de moustiques. Et on dit bah voilà, là, vous mettez juste du sable dans ce petit trou, il y aura plus jamais de moustiques, en gros. Et là, ils comprennent que ouais, ok, ils sont allés un peu loin, ils se sont peut-être déplacés de la source principale du problème. Très souvent, en fait, c'est des problèmes d'idées reçues en fait, auxquels on fait face. Et petit à petit, ça évolue. Myriam Oudou, de votre côté, quelles sont les populations, les publics les plus réceptifs à vos travaux et à la façon dont vous les abordez? Alors nous, on fait de la recherche-action, donc on fait pas de la sensibilisation, on va dire grand public. Et c'est vrai que les personnes qui participent souvent nos expérimentations sont des publics déjà sensibles. Après, ce qu'on entend le plus souvent quand on récupère des feedbacks sur l'expérience, c'est ça fait vraiment décaler le regard. Pour donner un peu de concret, une des méthodes qu'on a imaginé et testée, on appelle la controverse multispécifique. Le nom est un peu barbare, mais c'est une sorte de comité de négociation interespèces où on a testé ça justement à l'île Barbe dans le cadre du festival entre Rhône et Saône. Pas l'édition de cette année, la première édition. Et donc, autour d'une problématique du territoire, on crée des groupes de représentants de groupes d'espèces du lieu. Donc, les représentants des animaux de la rivière, les représentants des arbres, le représentant de l'île Barbe en tant qu'écosystème, en tant que tel. Voilà, pour donner quelques exemples. Et donc, on va les mettre en dialogue par rapport à la problématique du lieu. Donc là, c'était les représentants de l'île Barbe qui se plaignaient qu'il y ait trop de bruit, trop de lumière, que les sols étaient trop piétinés. Donc, ils viennent amener leurs problématiques. Et ensuite, il y a une discussion qui se crée où les humains, en fait, viennent incarner, représenter le vivant autre qu'humain. Et donc ça, le fait de se décentrer de sa posture d'humain pour se dire, par un exercice d'empathie, mais que penseraient les arbres, en fait, face à cette situation que se disent les oiseaux face à la lumière? Quels sont les besoins, en fait, qui ne sont pas remplis? Quels sont les intérêts qui sont bafoués, entre guillemets? Ça décale la perspective. Donc ça crée du décentrement, du biocentrisme pour sortir de l'anthropocentrisme. Enfin, c'est ce qu'on essaye de tester. Après, on est encore sur une petite échelle puisqu'on a été créé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a 2 ans. Donc on est encore dans une phase où on teste, on expérimente. Et bien sûr, ça aurait tout son sens, je pense, de déployer sur peut-être d'autres formats ces méthodes de sensibilisation. En plus, on a créé un format d'1h30, donc assez court de jeu-spectacle pour sensibiliser. Voilà, c'est une... Et à ce genre d'atelier, qui sont les personnes qui vont être les plus facilement sensibles justement à ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont arriver, enfin non, ça m'intéresse pas, quoi. Alors, c'est pas encore arrivé. Ouais. On l'avait testé une fois à Saint-Puisy, on avait quand même 40 personnes et le maire du village qui avait participé à l'atelier, donc c'était assez cocasse. Et il y avait quelques personnes qui n'étaient pas fortement sensibilisées, qui étaient des habitants en fait du territoire. Et en fait, vu qu'on les met dans un jeu de rôle, ils se prennent au jeu. Et donc, on n'est pas dans une posture de donneur de leçons pour caricaturer, quoi. Donc les gens, en fait, ils se mettent dans le rôle, on n'attend rien d'eux à part qu'ils vivent une expérience et on n'a jamais eu ce type de retour. Mais ça vaudrait le coup de tester avec des publics, on va dire, plus éloignés, moins concernés ni par les enjeux de transition écologique et biodiversité pour voir ce qu'il en est. Je serais curieuse, pour le coup. Mathieu, vous vouliez réagir? Oui, là, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est une approche plus sensorielle, empathique, comme tu l'expliquais. Nous, pour compléter, je dirais que des fois, pour répondre à ta question, Florian, pour faire comprendre des choses à des habitants, on fait appel aux services écosystémiques. Donc, on va là regarder cet insecte pas très très joli. En réalité, il est super intéressant parce qu'il va manger les moustiques et potentiellement vous enlever des tracas la nuit. Cet arbre, il va vous faire de l'ombre, il va vous apporter de la fraîcheur. On peut des fois partir là-dessus ou même parler d'alimentation. En fait, on a plein d'espèces végétales qui sont comestibles en ville.
On peut essayer aussi d'en parler. Et en général, quand ça passe par le sens du goût, tout le monde est OK pour parler de biodiversité, quoi. Que celui qui ne s'est jamais gavé de murs lève la main. Ça n'existe pas. Alors j'avais une petite question, vu que vous travaillez tous les deux dans la région lyonnaise, plus particulièrement Mathieu, je suppose. Quel est l'état de la biodiversité à Lyon et dans ses alentours? Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je laisserai Mathieu. Non, j'aurais bien aimé avoir l'approche sensitive, c'est pour ça que je te posais la question. Toi, d'un point de vue, entre guillemets, moins concerné, enfin moins D'un point de pointu. vue, oui, alors oui, parce que je suis pas du tout experte biodiversité, mais moi je trouve que Lyon c'est une ville quand même très minérale. Je trouve que la biodiversité est pas très présente en ville par rapport à. Moi j'ai déménagé en dehors de Lyon, donc dans l'ouest lyonnais vers l'Arbrel, et clairement je trouve qu'il y a plus de biodiversité. Après, des fois, il y a de la biodiversité, même si on ne la voit pas, on va dire, à l'œil nu, quoi. La biodiversité des sols, etc. Donc, je saurais. Voilà. D'un point de vue, pour répondre facilement, moi, je trouve qu'il y a peu de biodiversité dans Lyon. En tout cas, que c'est quand même une ville assez minérale. En plus, j'ai vécu dans le quartier de la Guillotière, qui est un quartier qui n'est pas connu pour être le plus végétal. Donc, c'est un peu l'expérience que j'en garde. Mais je suis vraiment curieuse de ta réponse. Bah effectivement, nous, c'est le retour qu'on a en général des habitants qui se plaignent que ça ne soit pas toujours suffisamment végétalisé, etc. Et pas que. Bon, pour plaider un petit peu en la faveur de Lyon, quand même, on a deux grands cours d'eau qui le traversent, le Rhône et la Saône. Alors certes, on a pas mal de quartiers bétonnés pour des raisons d'usage, pour le coup. Mais on a aussi quand même pas mal de quais qui sont restés sauvages, qui vont nous permettre d'observer, par exemple, le martin pêcheur, qui est quand même un chouette oiseau. Lui, il va nicher littéralement dans les berges, en fait, comme une espèce de lapin qui fait des trous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre? On va pouvoir observer des grenouilles sur ces berges-là, des différentes espèces de libellules. Donc ça, déjà, ces deux cours d'eau, ils sont quand même assez intéressants. Et aussi, on a les balmes dans Lyon. Donc c'est ces espèces de falaises rocheuses en périphérie des cours d'eau. Et là, en fait, ce sont des zones qui sont tellement, entre guillemets, fragiles, on ne peut pas construire dessus. Du coup, par défaut, l'homme n'est pas trop invité là-bas et il y a de la biodiversité qui s'y développe. Et ça sert en fait d'autoroute, plus ou moins, pour même des gros animaux. On peut observer des chevreuils dans le 1er, dans le 4e arrondissement, par exemple, en pleine ville, parce qu'ils vont utiliser les balmes en fait, pour passer d'un point A vers un point B. Après, à Lyon, on a quand même quelques parcs, quelques jardins partagés, quelques squares. Donc ça va faire un petit peu des petites patchs ici et là de verdure. Ça va constituer en fait ce qu'on appelle une trame verte en pas japonais en fait. Et associé à ça, on s'en rend pas compte, mais en fait toutes les petites initiatives personnelles des habitants, un balcon fleuri, les micro-implantations florales, là, vous savez les petits trous qu'on voit dans le béton avec 2-3 plantes. Aujourd'hui, il n'y a plus l'utilisation de produits phyto en ville, donc on va retrouver pas mal de plantes spontanées. Bref, tout ça mis bout à bout, en fait, ça va permettre comme à des espèces assez généralistes de tirer leur épingle du jeu. Mais aussi à d'autres espèces quand même rares. Je pense à une espèce de coléoptère sabroxylique, donc globalement un scarabée qui vit dans le bois mort, qui est en danger critique d'extinction, donc au même titre que le rhinocéros blanc. Et en fait, cet insecte-là, on peut quand même l'observer à Lyon. Et c'est pas le seul exemple d'espèce qui est vraiment rarissime en fait, et qui est encore présent en ville. Donc il y a quand même plein de choses à faire, je pense, et effectivement, ça a un voir avec la campagne, ça reste un milieu urbain, mais pour autant, avec plein d'initiatives, on peut espérer voir fleurir plein de nouvelles espèces. Mais justement, par rapport à la campagne, la campagne sont des endroits où les phytosanitaires sont utilisés. Est-ce que du coup, ça joue pas sur la biodiversité de ces espaces-là? Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que il y a certains espaces de campagne. Moi, par exemple, je viens de la Haute-Normandie dans l'Eure, donc c'est beaucoup de champs, cultures monospécifiques, etc. En fait, j'observe moins d'insectes finalement que dans Lyon, où on échappe à ces problématiques-là. Alors, on en a d'autres, mais c'est différent. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. Myriam Oudou, merci beaucoup. Mathieu Commoul également. À bientôt sur Radio Anthropocène. Je rappelle à tout le monde que cette émission sera disponible en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.